Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit Juliette, mais pas que Juliette. Juliette et Baby Juliette. Alors c'est vrai. D'ailleurs, j'ai ouvert mon pantalon pour l'occasion. Mais t'as clairement le droit. Je me suis dit, soyons dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de pantalon. Mais tu sais que... L'ouverture au monde. Exactement, c'est ça. Mais tu sais que ça se voit même presque pas. Mais tu sais, c'est vraiment les pantalons où debout c'est trop grand, assis c'est trop serré. Donc désolé. Ça me fait bien plaisir que tu sois venue parce que je pense que là, on s'est chopé au bon moment parce que peut-être que dans quelques semaines, t'auras plus trop envie de venir. Oh, quelques semaines, ça va encore, hein. Mais oui, c'est vrai qu'on se chope au bon moment. T'es à combien de mois là ? Je suis à 5 mois. Ouais. Ouais, je suis à 5 mois et une semaine bientôt. Et ça va ? Ça se passe ? Ça se passe. Oui. Bien. Je sais pas si... Enfin, moi, je kiffe pas la grossesse de ouf. C'est pas un moment rempli de... Enfin, t'as des mots, tu vois, t'as des trucs un peu où t'as les nausées, tu peux pas manger ce que tu veux. Donc voilà, mais écoute, ça va. Globalement, franchement, ça va. Bon, bah écoute, j'espère que tout va bien se passer jusqu'au bout. En tout cas, je voulais te féliciter pour cette petite grossesse. Ça me tenait à cœur de te le dire. Cette année, il y a donc le baby numéro 1 qui est dans le bidon. Ouais. Et t'as terminé l'année donc avec cette annonce. Et deuxième annonce, bim bam boum, la musique sur la chaîne qui revient. Et on y va. Comme ça. Allez. Donc Juliette Katz, la chanteuse, refait un peu surface et prend un peu le pas sur la youtubeuse. Je sais pas si ça prend le pas. Ouais. Mais ouais, j'ai envie de refaire de la musique. Parce que avant d'être sur YouTube, t'étais surtout chanteuse en fait. Ouais. C'est quoi ton parcours dans la musique ? Alors attends, j'ai 32 ans. Moi, j'ai arrêté l'école quand j'avais 16-17 ans. Je me faisais virer de partout, j'ai redoublé. Enfin, j'étais pas du tout fait pour l'école. Et puis en seconde, en fait, je devais me faire virer et ou redoubler, je sais plus. Et à un moment, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, j'ai fait une école de musique pendant 2 ans et demi à Paris. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des tournées comme ça à l'arrache en Russie, sans label, sans rien et tout. Et puis on a commencé à faire des chansons, à avoir des chansons, on a démarché des labels et puis ça s'est fait. C'est qui on ? On, c'était déjà avec des gens avec qui j'écrivais. Et puis je dis on, mais en fait c'est je. Mais je dis on parce que mon père, il a été dans la musique, donc si tu veux, il m'a un peu aidée aussi. Et c'était lui qui avait les contacts, mais il disait pas c'est ma fille. Il dit juste bah voilà, il y a ce projet-là, est-ce que ça vous dit ? Et donc on a fait ça pendant, je sais pas, 8 mois. Et tous les labels disaient ouais, elle chante bien, hein. Mais non. Jusqu'au moment où il y a un mec qui a été intéressé, et je crois que j'ai mis 3 mois à le rappeler, parce que je me suis dit il va encore me dire la même chose. Et puis non, il m'a pas dit la même chose, et ça s'est fait. Mon album est sorti quand j'avais 21 ans, tu vois. Ouais. Donc il y a plus de 10 ans. Et combien de temps de prépa ça pour sortir un album ? Ouais, ça a été relativement vite, je dirais 1 an. Une petite année, parce que j'avais déjà des chansons en amont. Et puis, tu vois, en fait, je suis partie à New York écrire, composer et enregistrer une partie de l'album. Et du coup, quand j'ai écrit et composé avec Scott à l'époque, on a pris un temps, tu vois, on s'est fait une résidence à tous les deux, j'ai composé avec d'autres gens. Ouais, il y a eu l'EP, l'album. Mais attends, parce que c'est vrai que souvent, les artistes... Enfin, ils disent souvent ça, genre je suis partie là. Ouais. Mais tu pars, mais avec quoi ? Enfin, avec quel argent ? Ça c'est le label. Moi c'était Universal alors. C'était AZ à l'époque, maintenant qui devient Capitol. Ah oui. C'était Valérie Zetoun à l'époque. Et moi je me souviens, j'arrive dans ce label, le mec il surkiffe, il me signe pour 3 albums, machin. Moi j'ai l'impression d'être très chanceuse et de me dire ah waouh, je rêve mon rêve d'enfant. Ouais. Et puis je rencontre un mec. Et je crois 2 mois après que je signe chez Universal, je pars à New York parce qu'il est américain et on se met à composer, à écrire là-bas. On me réserve un loft à côté de Times Square. J'ai 20 piges, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, c'est assez lunaire. Je fais un duo avec Sia sur l'album. Enfin, des trucs, tu sais, tu comprends pas quoi. Donc l'argent, c'est pas le mien, tu vois. C'est le label qui a investi en toi. Mais tes proches, ils ont pas flippé ? Je crois pas, non, parce que j'ai toujours voulu être chanteuse, que je viens de cet univers-là, mon papa, mon oncle, enfin... Je sais pas s'ils ont flippé, je crois pas. En tout cas, ils t'ont pas dit quoi. Ouais, mais c'était pas à ce moment-là qu'ils ont flippé, je crois. Ils ont flippé à quel moment ? Ils ont flippé au moment où ça se passait plus trop bien avec le label, où il y avait des trucs qui allaient plus trop bien, mais... Enfin, flipper, je sais pas si c'est le mot encore, mais... Ouais, non, à ce moment-là, je vivais vraiment, je te dis, un rêve d'enfant de... Putain, je pars à New York, je fais des taratata, des Olympias, je fais des duos avec des gens que j'adore. Enfin, c'était un peu lunaire, tu vois, parce que j'avais pas eu la sensation de bosser pour. Tu sais, c'était un peu arrivé comme ça, tu vois. Est-ce que c'était sain comme milieu ? Non. Oui. Non, mais en fait, si tu veux, j'avais 20 ans. Ouais. J'arrive dans un univers que je connais pas, que je connais de loin, en fait, tu vois, je
Moi, j'ai toujours été dans les coulisses de Taratata, petite. J'étais sur les genoux de Zazie quand j'étais gamine, mais c'était pas du tout la même position que quand tu signes dans un label. Et je dirais, c'est pas sain. C'est pas sain quand tu connais pas, en fait. Quand tu connais, tu as le choix de te dire, je sais si c'est sain ou si ça ne l'est pas. Là, je connaissais pas, j'estimais avoir une chance énorme, donc je disais oui à tout. En fait, je pense que émotionnellement, c'est très compliqué à gérer quand tu arrives de nulle part et d'un coup, tu pars à New York, tu fais un duo avec Sia. Enfin, c'est un peu... Waouh, tu vois. Donc, c'est particulier, en tout cas. Ouais. Ça t'a appris quoi, professionnellement parlant? Peut-être des trucs que tu referais ou d'autres que tu referais pas. Et personnellement parlant, cette expérience vraiment maison de disque et tout Professionnellement, ça m'a apporté à apprendre à dire non, en fait. Tu vois, parce que je disais oui à tout, parce que, encore une fois, j'estimais avoir de la chance. Donc, je disais oui à tout, même à des trucs qui m'excitaient pas. Et puis, d'arrêter de te dire que t'as de la chance, en fait. Parce que ça a vraiment... Un jour, mon père, je crois que c'était mon père, il m'a dit, tu sais, les labels, sans toi, ils n'existent pas. Sans toi, pas Juliette Katz, tu vois, mais sans les artistes, les labels n'existent pas. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Donc pourquoi c'est moi qui dois avoir de la chance d'être là et pas l'inverse, tu vois. Après, personnellement, franchement, je sais pas, j'ai tellement occulté tellement de choses. Mais même personnellement, ça m'a appris à dire non, parce que je disais oui, encore une fois, à beaucoup de choses. Et à être sûre de mes choix, parce qu'à l'époque, je me laissais driver, tu vois, je me laissais faire, quoi. Mais tu dis que t'as occulté, donc forcément, il y a eu une période un peu... il y a eu une période... Pas évidente, quoi. Où émotionnellement, ça a été très compliqué, ouais. Comment t'as fait... Enfin, en fait, comment ça se passe, la redescente du truc? Je sais pas, parce que... En fait, déjà, il faut... Enfin, moi, je l'ai un peu pris comme ça, mais quand tu es dans une major, enfin, un gros truc, tu as un pion, tu vois. C'est affreux de dire ça, hein, mais c'est une réalité. Enfin, en tout cas, c'était ma réalité. On peut te prendre, on peut te jeter, on peut te mettre là, tu peux faire du blanc, du jaune. Donc après, c'est à toi de dire oui ou non. Puis, tu vas être artiste en développement, artiste... Genre confirmé, c'est un peu... okay. Voilà, bref. Et c'était quoi la question? C'était comment tu gères la redescente? En fait... Ça a été très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu Valérie Zetoun, il est parti, il y a eu un nouveau patron, ça ne se passait pas. C'est même pas que ça se passait mal, c'est que ça ne se passait pas. J'ai passé 1 an à faire des chansons avec beaucoup d'artistes, et au bout d'1 an, il me disait non, en fait, non. Tu vois, donc déjà compliqué. Et puis la seule fois où j'ai dit non de ma vie, il a pris cette raison-là pour me virer. Tu vois, pour dire non, mais elle est chiante, Juliette, donc on va lui donner 1 500 € et elle s'en va. Et là, j'ai dit à mon manager, mon DA, mon éditeur, enfin bref, je leur ai dit, non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Et là, j'ai passé 8 mois avec un avocat pour avoir plus d'argent, ce qui est normal. Et en fait, j'ai été vachement en colère contre les majors pendant très très longtemps. Maintenant, ça se calme un petit peu. Mais c'est compliqué, tu vois, tu passes de... Comme je te dis, tu vois, des grosses scènes avec des gros artistes, et puis après, tu t'en vas, il n'y a plus rien. C'est dur, quoi, tu vois. C'est dur, mais c'est aussi des choix à faire. Et donc, entre ce moment où tu arrêtes d'être aussi médiatisée, entre guillemets, de faire des grosses scènes, et le moment où tu arrives sur les réseaux, à quoi ressemble ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Écoute, moi, j'ai pas la notion du temps. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être 4 ans entre les deux, voire un peu plus. J'ai été au RSA pendant très longtemps, donc j'avais pas une thune, mais vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai été nounou, j'ai été serveuse en extra le soir où j'étais très mal payée, très maltraitée, mais j'avais besoin d'argent. Et je continuais à faire des projets. Je suis même partie en Inde parce que j'avais envie de faire de la musique indienne avec de la chanson française. Enfin, j'ai fait plein de trucs, je bossais avec plein de potes, mais je pouvais pas les payer, tu vois, donc je pouvais pas leur donner 20 €, donc c'était compliqué. Et puis, j'ai voulu faire un crowdfunding, tu sais, sur KissKissBankBank, pour faire mon 2e album. Et en fait, le système, il me plaisait pas. Il y avait un truc de dire, tiens, il faut que je demande de l'argent aux gens. Et puis après, Coucou les Girls, ça arrivait un peu par hasard, tu vois. Donc, t'as appelé ta chaîne Coucou les Girls. Ouais. Pourquoi t'as pas appelé ta chaîne Juliette Katz? Parce que... Il y a déjà une chaîne Juliette Katz que j'ai trouvée, la chaîne Vevo. Ah bah ça, c'était Universal qui l'avait créée, ouais. C'est pas moi du tout. Et tu sais que dans les commentaires de cette chaîne, donc c'est une chaîne où il y a des musiques de Juliette dessus, il y a écrit genre qui est là en 2020, qui est là, et il y a plein de gens qui commentent en mode waouh, mais elle chante trop bien, je savais pas. Et des gens qui, je pense, savent pas que il y a ce truc-là, tu vois. Bah déjà, j'avais 21 ans, donc c'était il y a 11 ans. Et puis ça a marché, ça a marchoté.
tu vois. C'était pas un succès de ouf. Pourquoi Coucou les girls ? Parce qu'en fait, j'étais à une période très charnière de ma vie, c'est-à-dire que j'avais des petits boulots, la musique, c'était en train de rentrer dans un truc où je comprenais pourquoi j'avais plus envie d'en faire, pourquoi j'en ai fait, pour qui je l'ai fait. Donc émotionnellement, ça a été très dur, tu vois, de réaliser que j'avais fait aussi ça pour mon papa, ce qui est pas très sain, quand même. Et puis, Coucou les girls, parce que j'avais pas la télé à la maison, j'écoute pas la radio, je n'achète pas de magazines, tu vois, Voici, Public, machin. Et qu'en fait, je regardais à l'époque beaucoup de youtubeuses beauté, parce que c'était mon moment, attention, c'est pas méchant ce que je dis, mais mon moment, tu sais, où je ne pense à rien. Tu sais, un peu comme la télé-réalité que j'ai jamais vraiment regardé, ce truc où t'es dans ton lit et tu penses à rien. Et en fait, je me disais, c'est trop cool, mais pourquoi, forcément, les meufs qui font de la beauté, elles ont un super fond ? Pourquoi elles sont hyper maquillées ? Pourquoi on est forcément, en tant que femme, connoté à de la beauté, tu vois ? Et puis au-delà de ça, parce que les youtubeuses que je regardais, c'était beaucoup « Salut les amours, coucou mes trucs, machin et tout ». Et en fait, j'ai voulu faire un peu, tu vois, un parallèle avec le Coucou les girls, comme ça, quoi. Tu t'identifiais à certaines filles ou pas ? Enfin, que tu regardais ? Non, parce que vu que moi, j'ai commencé en faisant des parodies de youtubeuses beauté, à l'époque, peut-être qu'il y en avait qui faisaient... Évidemment, il y en avait qui faisaient ça aussi. Mais non, c'était très compliqué de m'identifier. Et puis, je crois que j'ai jamais vraiment eu besoin de m'identifier. Mais ouais. Mais donc là, tu as ramené la musique sur ta chaîne, c'est ce qu'on disait, parce qu'il y a le dernier son en date qui est sorti, qui est J'ai peur. Ouais. Est-ce que c'est annonciateur de plus de musique sur ta chaîne, ça ? En fait, je vais te dire, je suis pas du tout quelqu'un de stratégique. Ok. Et là, on s'est juste dit avec mon pote qui s'appelle Cyril Taïeb, avec qui je travaille depuis des années, on s'est dit, viens, on fait des titres. Viens, on enregistre, on clip des trucs et on verra. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres, mais il n'y a pas de stratégie. Donc là, il y a pas, on est d'accord, il n'y a pas de maison de disques derrière, t'es plus du tout... C'est toi qui fais tout, quoi, en gros. Ouais, franchement, oui. Il y a une boîte d'édition, ouais. Mais pour être très honnête, c'est moi qui sors toutes les thunes. Ouais. Ça implique quoi comme différence, mis à part l'aspect financier, que d'être en maison de disques ? Tu gères ton bail, quoi. Tu vois, tu es maître de ton truc... ça change quand même ça change la responsabilité, ça change de statut, de posture, tu vois. C'est un vrai choix pour l'instant. Peut-être que dans 3 mois, on en reparlera et peut-être que je serai dans une maison de disques. Mais pour l'instant, le désir, c'est de se dire, viens, on fait des trucs tout seul, comme je fais ça depuis 4 ans via Coucou les girls, tu vois. Et alors là, tu fais des trucs toute seule, donc tu te dis, on enregistre des clips, on fait des titres et tout, mais est-ce que tu as envie de refaire un album ? De remonter sur scène, de tout ça, de te remettre là-dedans ? Pour l'instant, non. Ouais. En fait, c'est la première chose que j'ai dit à Cyril, donc l'auteur-compositeur avec qui je bosse. Je lui ai dit, franchement, je sais pas si j'ai envie de refaire de la scène. Parce qu'à l'époque, je kiffais pas tant que ça. Ah ouais ? Ouais, j'étais très flippée. Mais alors, t'aimais quoi dans ce que tu faisais ? J'aimais le studio, j'aimais créer. J'aimais la scène, mais il y avait un truc où, moi qui bois pas d'alcool, et j'avais besoin un peu de me bourrer la gueule un tout petit peu avant, parce que j'étais extrêmement stressée, parce que on m'a aussi vachement coupé l'herbe sous le pied, parce que déjà à l'époque, je ressentais le besoin de faire des blagues, tu vois, entre les chansons. D'accord. Et en fait, tout mon label me disait non, on fait pas ça, Juliette. Je faisais pourquoi ? Donc en fait, je prenais du plaisir quand je parlais au public, tu vois. Et donc voilà, donc je sais pas si peut-être qu'il y aura de la scène, on verra. Mais pour l'instant, se dire de faire un album, franchement... Donc en fait, tu t'entoures d'une team où chacun a son talent et ensemble, vous... Là, pour le coup, c'est pas une vraie team, c'est-à-dire que c'est vraiment Cyril. J'ai bossé avec énormément de gens, vraiment. Mais Cyril, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, qui est réal, qui a fait plein de choses. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on se connaît tellement que c'est le réal, c'est l'arrangeur, c'est l'auteur, c'est le compositeur, c'est mon confident, c'est mon pote... Et en fait, tu vois, on crée comme ça, on se fait des résidences et on crée en parlant. Pour Coucou les girls, ils t'aident aussi ? Non. Là, c'est toi. Alors là, c'est toi qui écris pour le coup. Là, je fais tout toute seule. Pour Coucou les girls. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des youtubeuses qui t'ont... Parce que c'était beaucoup à l'origine de caricatures de youtubeuses, de satire, qui t'ont envoyé des petits DM où t'as su que ça avait peut-être parlé un peu, non ? Jamais. Ah ouais ? J'imagine que ça a dû... Enfin, j'en sais rien. Je trouverais presque ça normal, mais jamais j'ai reçu des... pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te fous de ma gueule ? Après, en même temps, t'as jamais cité de nom, ou même, tu sais, parodier physiquement, essayer de parodier physiquement Non, parce que c'est pas le but. En fait, c'est... À la toute base, si tu veux, c'est vraiment de se dire... ça me plaît pas que l'image de la femme soit juste connotée à de la beauté, tu vois. Et puis, au-delà de ça, je trouvais... Et je le trouve toujours, mais bon, maintenant ça évolue, mais je trouvais ça dangereux pour les jeunes qui s'identifient dans ces nanas-là, parce qu'elles ne montrent qu'une part. Alors,
Je regarde plus beaucoup de youtubeuses beauté, pour être honnête. Mais à l'époque, il y avait un truc où c'était dans le culte du parfait. Et ça ne représente pas la femme, selon moi, tu vois. Et donc, beaucoup d'adolescents et d'adolescentes s'identifiaient dans ces nanas-là. Et je me disais, mais c'est dangereux, en fait. Parce que c'est pas que ça, être femme. Ou être youtubeur ou youtubeuse. Et j'avais envie d'un peu de contrecarrer ce truc-là. Mais j'ai jamais renié et remis en question le travail. Parce que ça reste du boulot, tu vois. Et je trouve ça respectable. Et maintenant, tu vois, les choses, elles évoluent parce qu'il y a plein de youtubeuses beauté qui en parlent comme une Gaëlle Garcia, tu vois, qui va un peu à l'inverse, qui fait... Voilà. Mais non, on m'a jamais... Et tant mieux. Et au début, donc, t'étais vraiment dans le... Enfin, en fait, le format a beaucoup évolué parce qu'au début, c'est vrai que c'était vraiment de la satire, un peu du sketch. Parodie, voilà, que de la parodie. Et ensuite, t'as aussi dénoncé des choses, mais d'une autre façon, dans des formats peut-être un peu plus engagés, où tu te montrais, je pense, plus toi, Juliette, que Coucou les girls. Enfin, tu vois, je pense notamment à des vidéos que tu as faites, que ce soit sur le rapport au corps, sur la sexualité, même avec Gaëlle Garcia. Tu as fait quand même pas mal de vidéos sur la sexualité, hyper éducatives, et finalement, il n'y a pas tellement de nanas qui l'ont fait, ça. Oh, si, il y en a plein, je pense. C'est juste, moi, je connais personne. Mais en moi, vrai, je trouve pas tant que ça. Oh, si, j'ai l'impression qu'il y a plein de meufs qui déconstruisent beaucoup de choses. Oui, qui déconstruisent, mais qui parlent de leur expérience en donnant des exemples. Comme tu as pu donner des exemples en racontant des anecdotes, des trucs, il n'y en a pas 50 000 qui se mouillent autant. Je regarde pas assez de youtubeurs et de youtubeuses pour savoir. Mais je te crois, hein. mais ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a du coup déclenché, motivé cette évolution de contenu? Déjà parce que je grandis, que je m'intéresse à des nouvelles choses. Et en fait, il y a eu un truc qui s'est passé. Parce que moi, j'étais d'abord sur Facebook avant tout. Et au bout de genre 5-6 mois, il y a Comédie Plus qui vient faire une interview chez moi. Et qui me dit, t'es féministe? Et je dis, bah non. Enfin, si. Attends, bah non. Peut-être. Et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment féministe, tu vois. Et ça a été le point de départ pour me dire, en fait, je me suis intéressée, tu vois, à ce que c'est être féministe, ce que c'est être femme, ce que c'est machin. Et en fait, je me suis vraiment intéressée et documentée là-dessus. Et donc, ça m'a ouvert un champ de vision, un champ des possibles, une connaissance sur des choses, sur la femme, sur moi, etc. Où forcément, ça m'a amené un peu ailleurs, tu vois. Et là, ça m'intéresse trop. C'est quoi ta vision, du coup, du féminisme? On peut parler de ça pendant 3 heures, tu sais. En fait, je crois d'abord, avant tout, il faut quand même se dire qu'en tant que femme, on vit énormément d'injonctions, quand même. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point on vit des injonctions. Pour moi, c'est quand même être à l'égal de l'homme, bien sûr, ok, on va pas rentrer dans cette définition-là parce que c'est la réalité, mais c'est d'exister pour ce qu'on est, par ce qu'on est, être libre de ce qu'on veut, de notre corps, de pas être dirigé par le patriarcat, de pas être dirigé parce que il faut faire ça parce qu'une femme c'est comme ça et ça doit respecter ça, ça doit respecter ces codes-là. Je l'englobe et je le schématise de ouf. Hein. Mais pour moi, c'est ça, tu vois. C'est ça, être une femme. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, qui s'appelle « Je suis une femme », où je parle de qu'est-ce que c'est pour moi être femme. Il n'y a pas une définition, tu vois. Et surtout, être féministe, c'est pas dédié qu'aux femmes. Tu vois, un homme, et peu importe ton genre, tu peux être féministe et tu devrais l'être. Il y a un tag qui tombe pas mal sur YouTube en ce moment qui s'appelle le sororité tag. Ouais. Et je trouvais que c'était hyper en lien avec ton contenu, justement les combats que tu mènes, les valeurs que tu veux véhiculer. Ou en gros, c'est juste un petit tag sympa, à l'ancienne, comme les youtubeuses beauté, tu vois. On met en avant des nanas sur les réseaux, alors ça peut être YouTube, Insta, ce que tu veux. Comme ça permet aux gens de savoir un peu ce que t'aimes et ce que tu consommes comme contenu et de mettre en avant des nanas trop cool. Très bien. Alors, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? À travers son contenu, J'aurais envie de dire Hélène, mon blog de filles surtout, mais c'est pas vrai, mais je la connais pas du tout. On s'est jamais rencontrés. Mais on s'en fiche que tu la connaisses ou pas. C'est des gens dont t'aimes bien le contenu. Je dirais Marion Séclin. Oui. Marion Séclin, déjà c'est une pote, et puis c'est une nana qui m'a vachement, et elle s'en rend pas compte, et à chaque fois que je lui dis, elle me dit ah bon, elle m'a vachement éveillée sur plein de choses. Et en fait, les peu de fois où elle et moi, on a pu se parler pour se dire ça va pas là, je vais pas bien dans ma vie ou dans mon travail, elle comme moi, c'est même pas qu'on se donne des conseils, c'est qu'on se dit les choses, et elle m'a vachement aidée à, j'allais dire à m'assumer, c'est pas le terme, mais à être ok avec mes choix. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Mais ouais, c'est une nana qui m'inspire beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Marion. Et j'allais te dire, celle qui t'a fait te remettre en question. Du coup, c'est Marion ou c'est quelqu'un d'autre?
Franchement, pour être très honnête, j'ai pas beaucoup de potes dans le milieu. J'en ai vraiment pas beaucoup. Celle qui m'a fait me remettre en question... Mais tu sais, c'est pas forcément des potes, ça peut être... c'est pas forcément ça peut être un compte Instagram. Tu sais, je pense à un truc tout bête, mais tu sais, les comptes Instagram un peu sexo, pour t'éveiller, etc. Tu vois, ce genre de truc, parfois, ça peut t'aider, te faire déconstruire des idées, tu vois. Même si c'est pas nécessairement des gens que tu connais. Franchement, je sais pas. Je sais pas, celle qui m'a fait me remettre en question... j'ai trouvé, pourtant on se connaît pas, c'est Colline. Je trouve qu'elle a des réflexions que je trouve assez intéressantes. Et quand, je sais même plus quelle vidéo, parce que ça remonte à longtemps, mais à un moment elle avait fait un truc où je me suis dit mais c'est vrai. Et ça m'a calmée dans des angoisses, dans des trucs, mais c'est involontaire, tu vois. Une créatrice qui t'a fait pleurer sur une vidéo. T'as lâché une petite larmichette. Il y a pas longtemps, Amy. Sur quelle vidéo? Sur Blue. Oui. Ouais. Je lui ai dit, je lui ai envoyé une photo de moi, j'ai fait ah. Ouais. La créatrice qui t'inspire en ce moment? Dans ses valeurs, dans ce qu'elle partage ou juste dans la beauté de son contenu? Ça peut être parce que tu trouves le feed Insta hyper beau ou... Faudrait que je prenne mon téléphone. Celle qui m'inspire... Léna Situation, tu vois. Je crois qu'il y a un... Et pourtant, c'est pas du tout ma génération, c'est pas du tout... je suis pas du tout dans cet univers-là, mais ça m'inspire dans le sens où je trouve que c'est une bosseuse, mais de ouf. On n'aime pas, on s'en fout. Mais la meuf, elle a quoi, 20 piges, 22 ans, 21, je sais pas. Je crois que c'est une 97 aussi. Mais c'est une taffeuse de ouf. Et donc, je trouve que ça te met, en tout cas moi, et je suis pas la seule, ça te met face à toi, face à ton taf, et tu dis, ah tiens, je pourrais faire plus. Donc, je la trouve assez inspirante dans ce truc-là, parce que c'est une bosseuse de ouf. La créatrice avec laquelle tu aimerais bien collaborer? Faire une vidéo? Écoute, j'en ai fait pas mal déjà. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Mais je crois que j'aimerais bien faire un podcast avec Léa. Je ne suis pas jolie parce qu'elle fait un truc que je trouve pas mal. J'aimerais bien faire ça avec elle. J'adorerais... Ah, mais c'est les meufs. Ah, ouais. Mais t'as le droit de me dire un mec, allez, vas-y. J'aimerais beaucoup faire un truc avec Mr. Lee. Enfin, passion, quoi. On lance l'invite. Non, mais... Vic, si tu regardes ça, si jamais tu passes par là. Vraiment, ça m'étonnerait. Lâche un code. Je veux bien que tu passes par là, mais je vois pas pourquoi on travaillerait ensemble, mais je suis chaud. Bon, aujourd'hui, avec toutes les casquettes que tu as, donc que ce soit la musique, l'acting, dont on va parler un petit peu après, YouTube, t'es géré comment au niveau pro? T'as combien de référents Je travaille avec une équipe où ils sont 25, c'est faux. Une usine, c'est-à-dire que... Non, j'avais signé dans un network il y a longtemps, ça l'a pas fait. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a rien changé, si tu veux. J'ai continué toute seule. J'ai été surapprochée de gros networks et tout, et j'avais pas envie. Et puis j'ai eu, là ça fait un peu plus d'1 an que j'ai monté ma société, parce qu'avant j'étais auto-entrepreneur. J'ai eu 2 assistantes, et donc voilà, là ça s'est terminé. Et puis pour l'instant je travaille tout ça, mais vu que je suis enceinte, je prends un peu moins de taf. Donc pour l'instant c'est gérable, pas tous les jours, mais ça va. Et puis peut-être je vais signer dans une agence, peut-être pas, on verra. Et il y a l'acting aussi? Ouais. Là, pour le coup, j'ai une agent cinéma, comédienne depuis très longtemps. Ouais. J'avais vu le téléfilm que tu avais fait sur c'était France 2, qui s'appelait Moi Grosse. Ouais. Comment tu as été approchée pour ce rôle? J'ai couché. Oui, non, mais ça, je le savais. En fait, ça a été assez simple. C'est-à-dire que Muriel Magellan, qui est la réalisatrice, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle a vu une interview de moi sur Fresh, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on s'est rencontrés. Et j'ai même pas passé d'essai, en fait. On s'est fait des rencontres. On s'est rencontrés 2-3 fois. Ah, t'avais pas fait de casting? Non. Mais elle savait que t'étais comédienne ou pas? Oui. Oui, donc elle savait quand même que tu savais jouer, que tu savais... En fait, j'ai pas passé d'essai à proprement dit, c'est-à-dire que je suis pas venue avec un réal, un directeur de casting, j'ai pas fait ce truc-là. En fait, on s'est rencontrés, on a fait des lectures, et voilà. Comment tu fais pour savoir que t'es approchée pour ce rôle, pour toi, et pas, tu sais, pour tout l'espèce de business qu'il peut y avoir autour du poids, etc., etc. Là, ça fait depuis pas très longtemps, justement, que j'ai dit à mon agent, je veux plus faire des rôles où c'est que autour du poids. Parce que ça m'intéresse pas, parce que je trouve que... parce que ça, c'est le cinéma français, on est quand même vachement... on prend un arabe parce qu'il faut une racaille, on prend un noir parce qu'il... En fait, ça me saoule. J'en ai marre, tu vas, d'être dans ces clichés de merde, pardon, mais c'est la réalité. Et puis, on m'a beaucoup proposé de rôles de grosses, mais de rôles de meufs qui sont pas bien dans leur peau et puis qui deviennent bien dans leur peau. Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas du tout de représenter ça.
Et Moi Grosse, justement, moi, c'est un peu différent parce que c'est un film mais qui est presque documentalisé. Oui, pas comme ça. Ouais, c'est ça. Mais depuis Moi Grosse, en fait, j'ai dit à mon agent, je veux plus même passer des essais que pour des rôles comme ça, quoi. Et puis en plus, enfin, tu me dis si je me trompe, mais dans le film, on t'a grossi en plus différemment, quoi. Donc c'était. Ouais, j'avais un faux corps. Il y a eu un énorme débat là-dessus, d'ailleurs. Comment ça se crée, ça ? Bah, c'est un faux corps que tu portes sur toi. Et pourquoi il y a eu ça ? Il y a eu vraiment une grosse polémique là-dessus, que je peux complètement comprendre. Mais en fait, Muriel avait vachement de mal à trouver une comédienne française obèse. C'est pas évident, apparemment, à trouver. Et moi, elle m'a posé la question en me disant, est-ce que tu veux bien porter un faux corps ? Et j'ai dit oui. Oui, ça a été le fruit d'un échange. C'est pas quelque chose qu'on t'a dit, genre... Dans tous les cas, si j'avais dit non, je pense que j'aurais pas été prise. Oui. J'en sais rien, j'imagine. Mais oui, ça ne me dérangeait pas, surtout qu'en plus, le film est tiré d'un livre qui s'appelle On ne naît pas grosse, de Gabriel Dédier, qui a été un peu transformé, mais qui était représenté. Enfin voilà, ça voulait parler de l'obésité, si tu veux. Oui, il y avait ce côté un peu documentalisé, comme tu disais, en fait. C'est vrai que c'était pas qu'une fiction, ça n'avait pas qu'une volonté de fiction, quoi. Ouais, c'est un sujet de société, quoi. Et comment tu l'as travaillé, ce rôle ? En fait, ça a été J'ai passé 1 mois et demi de tournage, tous les jours. Je tournais tous les jours. Et puis surtout, apparemment, ce qui est rare, c'est que j'étais au centre de tous les plans, tu vois. Et t'es pas toujours sur tous les plans en rôle principal. En fait, je te dis, on l'a travaillé en amont avec la réal. Je me suis intéressée au sujet. Je me suis intéressée au sujet des opérations. Et en plus, moi, j'étais dans un parcours pour vouloir perdre du poids, enfin, pour me faire opérer, pardon. Donc, tu vois, il y avait plein de choses qui étaient un peu sur le même chemin. Et surtout, ça parle d'un sujet que je connais. Tu vois, et que même si c'est une fiction, même si c'est tiré du livre de Gabriel, il y avait vachement de similitudes. Donc, ça a été très compliqué à tourner parce qu'il fallait pas que je sois en moi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le danger, c'est de trop s'identifier et de plus faire la coupure ? C'est-à-dire quand tu rentres chez toi, de dire, ok, là, je suis Juliette. Non, j'ai jamais eu de mal à ça, mais disons qu'il y avait tellement de choses qui étaient proches de ma vie et en même temps tellement lointaines de ma vie que finalement l'équilibre il se faisait, tu vois. Je dirais que dans la relation aux parents, tu vois, Raphaël dans sa relation avec les parents, ma relation avec mes parents elle est pas comme ça, mais il y a eu des tensions, tu vois, pour ce sujet-là. Donc j'arrivais, tu vois, à me connecter à ce truc-là et mais ça a été un vrai boulot, enfin, ça a été un taf, ça a été très dur, hein, en vrai, mais ça a été incroyable. Et puis Muriel Magellan, qui est une réal absolument incroyable et très bienveillante, ça a été un vrai boulot, parce que ça touche quelque chose qui me touche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un rôle de composition, et en même temps, c'est loin de moi, et en même temps, c'est proche de moi. Enfin, c'était pas évident. T'aimerais refaire une expérience comme ça au ciné ou en... Mais en fait, j'en fais depuis longtemps. Ouais. Mais c'est juste que c'est des petits rôles. Avant ce film, ce téléfilm, j'ai tourné pour le cinéma, pour des séries, pour Canal, pour TF1, mais c'était des plus petits rôles. Et là, surtout cet été, enfin ça a commencé en février avec le confinement, machin, ça a terminé cet été. Et là, j'ai tourné dans un... Attends, parce que ça sort quand déjà cette émission ? Ça sort le 7 février. Donc je sais pas si ce sera fini, donc je vais pas spoiler. D'accord. Mais c'est une mini-série qui s'appelle La Promesse, où je joue dedans, et c'est un rôle que j'ai jamais fait. Ok. C'est tout l'opposé de moi, et ça me fait surkiffer. Et c'est ce que j'allais dire. Et là, du coup, moi, je m'éclate. Là, c'est Juliette 4 qu'on a pris, tu vois ? Je pense, ouais. Ouais. Je pense, j'en sais rien. Mais c'est un kiff total, parce que c'est vraiment l'opposé de moi. Donc un rôle de composition à fond. Ouais, et puis c'était à la fois assez simple et en même temps hyper dur, parce que c'est l'opposé de moi. Je veux pas spoiler, hein, tu vois, mais je suis une mauvaise personne dans cette série-là, et puis je fais des choses pas bien. On a hâte de voir. Ouais, donc c'était assez chouette à faire, ouais. Au niveau d'Insta, je voulais avoir son avis là-dessus. Tu postes pas mal de photos liées au corps, au rapport au corps, etc. On parle de plus en plus de body positive sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a les hashtags body positive, machin. C'est quoi ton avis là-dessus, sur la mouvance body positive ? Est-ce que tu as l'impression d'être body positive ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je comprends pas ce terme-là. Franchement, hein. C'est pas un terme qui me parle, parce que je l'ai jamais employé. J'ai jamais dit je prône ceci ou je prône cela, par rapport à ça en tout cas. Moi, je trouve ça super qu'il y ait des femmes, des hommes qui aient envie de parler de leur corps, de s'exprimer, de se sentir libre, et de parler du rapport au corps. Enfin, je trouve ça passionnant, tu vois.
Mais après, ce terme body positive, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je comprends pas. Toi, quand tu fais tes posts, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Les posts où il y a un message, tu sais, qui sont un peu impactants. En fait, j'ai envie de parler de l'audace, surtout, tu vois. Parce que honnêtement, je pense que si j'avais 70 kilos de plus ou 50 kilos de moins, je le ferais aussi. Je crois aussi qu'il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est que ta valeur ne réside pas dans ton apparence, tu vois. Tu n'es pas forcément qu'une apparence et qu'une enveloppe. En fait, moi, c'est surtout l'audace. La première fois que j'ai fait une photo de nu, pour te raconter, c'est très simple. C'est un pote à moi qui s'appelle Lenny Guetta, qui est photographe, qui m'a dit « J'aimerais que tu poses pour moi » et tout, à poil. Je dis « Ouais, je sais pas ». Pour son projet à lui, qui est jamais sorti. Je lui dis « Tu sais quoi, j'aimerais bien faire des photos de moi toute nue. J'ai jamais fait ça. » Et j'étais à une période de ma vie où j'avais jamais été aussi grosse que ça, où je me détestais aussi. Et en fait, j'ai voulu poser nue pour voir ce que c'était. J'étais hyper mal à l'aise, évidemment. J'ai mis vachement de temps à me dénuder. C'était très difficile. Et pourtant, quand je me suis vue, je me suis dit, waouh, putain, c'est beau. Mais pas, mon corps est beau. Je trouvais que le corps de la femme, je sais pas comment dire, hein, mais j'avais ce recul un peu là. Et puis je me suis trouvée hyper belle aussi. Et en fait, ça a été un challenge énorme pour moi de faire ça, la première fois. Et en fait, j'ai essayé, et je le fais toujours, quand je fais des photos de moi nue, c'est un challenge que je me fous à chaque fois, de me dire, sors de ta zone de confort, va vers des photographes que tu ne connais pas. Ah, c'est ça que je vais te dire, qui te prend... Tu vas vers des gens qui te connaissent pas. Non, c'est eux qui viennent vers moi. Oui. Mais bon, peu importe. Mais vous vous connaissez pas forcément? Non. Et ça, il y a des potes, tu vois, il y a 2-3 potes, Lenny, Laurence, Revol. J'ai 2-3 potes qui me prennent en photo. Mais sinon, les autres, c'est des gens que je connais pas. Et puis après, on refait des shootings ensemble. Mais me foutre à poil devant quelqu'un que je connais pas, franchement, c'est dur. C'est quoi le plus dur? Les potes ou les gens que tu connais pas? Bon, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Les potes, tu vois, j'ai reposé pour un copain, là, pour Lenny, justement. Vu que j'avais déjà posé pour lui, bah, c'était moins difficile. Mais non, mais c'est difficile parce qu'en fait, finalement, le regard de l'autre, c'est ton regard. Tu vois, donc c'est très difficile parce que tu te mets à la place de l'autre qui dit, où je me dis putain, il va penser que je suis comme ça, que j'ai un poil de trop, que j'ai machin. Donc c'est très très dur. Mais c'est ça qui me plaît, c'est de me challenger, c'est de me dire, sens-toi capable de le faire et trouve de la beauté dans ce que tu trouves pas beau, tu vois, chez toi. Et donc ça, c'est vraiment la première chose dans laquelle je prône, c'est l'audace. Dépassez-vous, faites des choses que vous avez envie de faire, et pas qu'on vous dit il faut pas faire ça ou il faut faire ça, tu vois. Et c'est surtout ça qui me plaît. J'invite les gens à se dépasser. Il y a aussi le livre que tu avais publié, T'es bonne bébé, qui est sorti. C'était la même année où tu avais fait le téléfilm. C'est sorti le lendemain ou le jour du téléfilm. Là, cette année-là, c'était une grosse semaine. Carrément. Cette semaine-là. Est-ce que tu as envie de réécrire quelque chose? Non. Non. Bah, pour être honnête, la maison d'édition, le livre a très bien marché. Et donc forcément, ça les intéresse financièrement, tu vois. Mais non, parce que j'ai dit ce que j'ai eu envie de dire. Oui, parce que c'était un livre quand même témoignage. Tu t'es beaucoup livrée dans ce livre sur ta vie. Et en plus, c'était pas forcément... Au début, je m'étais dit, je vais faire un livre que pour les gens et donner des conseils, tu vois. Et en fait, je me sentais pas assez légitime de faire ça. Et puis, je suis pas coach, et puis je suis pas psy. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, ça peut être intéressant de parler de mon expérience, de ma vie, à travers la leur. Enfin, je sais pas. Peut-être l'inverse, du coup, je sais plus. Mais de leur dire, bah, se reconnaître, en fait. C'est ça. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. J'en suis là maintenant. Où est-ce que t'es, toi? Tu vois. Donc, pareil, tu vois, ça a été un livre que j'ai fait pour les gens. Et dont je suis hyper fière. Enfin, je l'ai jamais lu, pour être honnête. Ah, bah, écoute, moi je l'ai lu, très sympa. Je l'ai jamais Beau lu. design. Et puis c'est cool parce qu'en plus il y a des témoignages de gens, connus et pas connus. De gens connus, aussi. Il y a Élodie Frégé, il y a Gaël Garcia, il y a des potes. Le but c'était vraiment de pouvoir parler librement et d'avoir des témoignages de gens. En vrai, connus, pas connus, on s'en fout. C'était juste j'avais envie de parler avec des gens que j'aime et que j'estime et voilà, et visiblement, c'est un bouquin qui a fait beaucoup de bien. Et je suis ravie de ça parce que ça a ouvert des consciences, en fait, tu vois. C'était le but premier. Donc non, j'ai pas envie de refaire un bouquin, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie de faire un livre pour me dire je vais gagner plein d'oseille, je m'en branle. Ouais. Tu l'as fait toute seule, ça, pour le coup, donc c'était pas... Bah ça, j'ai fait ça avec Alexia Allais, qui est mon illustratrice et qui est une amie, et puis on était dans une maison d'édition. Mais j'ai écrit toute seule, et j'ai écrit en 3 mois. Et c'était hyper dur, parce que je venais de finir le tournage de Moi Grosse,
J'ai passé 3 mois à écrire le livre. Je devais me faire opérer pour perdre du poids, ce que j'ai pas fait. Donc c'était très... C'est un truc, ça, dont on parle souvent, de ton histoire d'opération de... Non, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. En fait, je l'ai découvert dans le... Non, c'est pas dans le livre que je l'ai découvert, du coup. Peut-être... Où est-ce que je l'ai vu? Je sais pas si tu l'as découvert là-dedans. Je l'ai lu quelque part. Sur Insta, j'avais fait un post. Non, mais je crois que c'est dans le livre que t'expliques, oui, tu sais que t'arrives tout en bas dans la salle d'opération et que tu te dis... oui, bien sûr, effectivement, complètement. Petite note de lecture. C'est vrai, bravo. Ouais, j'en ai parlé dans le bouquin, ouais. Par rapport à ce choix-là, t'en es où aujourd'hui? Je suis très OK. En fait, je crois honnêtement que j'ai pas eu le courage de le faire. Je crois que ma réflexion n'était pas forcément la bonne. Je trouve les gens qui font ces opérations très courageux, parce que je trouve que c'est vraiment pas rien. Mais ce qui me convenait pas à moi, parce qu'en fait, ce que je dis dans le livre, c'est réellement la réalité. Je me suis retrouvée sur le chariot, devant le bloc, avec la Charlotte, le cul à l'air, les anesthésistes, tu vois, machin. Et je me suis mise à chialer comme un enfant qui mange sa mort. Enfin, tu sais, le truc voilà. Et en fait, je suis comme ça. Je vois le bloc, je vois les gens, je me regarde. Et là, je me mets en colère. C'est les pauvres, ils n'ont pas compris. Eux, ils venaient tranquilles ce matin. C'est ça. Et en fait, j'ai dit, je veux pas. Et en fait, je me disais que c'était pas... je voulais pas ça pour moi, tu vois, parce que, en fait, ça, c'est ma conception, et encore une fois, les gens sont pas forcément d'accord avec ça. Mais, comment je pourrais dire ça? En fait, pour moi, la prise ou la perte de poids, elle est... Attends, c'est compliqué à expliquer, parce que pour moi, ça se passe d'abord émotionnellement, tu vois. Il y a un travail à faire sur soi que tu peux faire en amont, hein, tu vois, de ces opérations-là. Mais finalement, encore une fois, ta valeur ne réside pas, selon moi, hein, que dans ton enveloppe. Et il faudrait peut-être comprendre pourquoi tu... Alors, sauf quand il y a des maladies, tout ça, ça c'est autre chose, évidemment. Hein. Mais pourquoi tu prends du poids? D'où ça vient, d'où ça part, pourquoi tu continues, pourquoi tu arrêtes, pourquoi je sais pas, pourquoi tu te fais vomir, j'en sais rien, tu vois, mais de chercher à comprendre d'où ça vient, ça se fait pas comme ça, c'est évident. Mais selon moi, c'était pas la bonne méthode. Et en fait, en partant de l'hôpital, j'ai pleuré pendant 6 heures sans m'arrêter, parce que c'est très long. Ouais. 6 heures, c'est très long. C'est vraiment très long. Tu as réussi à faire pipi après, parce que là, je pense que j'ai plus trop dans ton corps. C'est vrai. Mais c'est très long parce que je m'en voulais énormément. Je me sentais tellement coupable. Je me sentais faible. Tu sais, genre, je suis faible de ne pas l'avoir fait, machin. Je m'étais dit, mais enfin, si je fais pas ça, je vais en arriver où, en fait, tu vois? Parce que j'ai fait tous les régimes de ma vie, hein, du monde. Je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans. J'ai fait tout ça. Oui, bien sûr. D'accord. J'ai pris, j'ai perdu. J'ai même perdu genre 15 kilos en 3 semaines. Enfin, je me suis affamée. J'ai essayé de me faire vomir quand j'étais plus jeune, mais ça marchait pas. Mais je faisais de la boulimie. Donc, je suis passée par toutes ces phases-là. Et je suis encore dedans, d'ailleurs. Mais, enfin, pas là-dedans, mais dans des comment... De toute façon, je pense que toute ta vie, tu auras peut-être des petits troubles encore. J'ai des TCA, c'est ce qu'on appelle. Alimentaire. J'ai ça encore maintenant, tu vois. Par phase, en fait. Par phase, mais parce que j'ai grandi certainement avec des parents qui m'ont bien fait chier à ce niveau-là. En fait, il y a un truc qui a vachement changé avec avant, c'est que j'accepte ce que je suis là, tu vois. C'est pas pour autant que j'aime ce poids-là, et je fais la distinction, ce qui n'est pas forcément bon, mais je fais la distinction entre mon corps et mon poids. Je crois que c'est pas très bon de le faire d'ailleurs. Attends, ça je comprends pas. Ça veut dire quoi ? C'est toujours difficile à expliquer. C'est-à-dire que mon corps est mon corps, tu vois. Il est comme il est. Que je prenne 50 kilos ou que j'en perde 20, finalement, c'est que son enveloppe, c'est que la masse, tu vois, qui va évoluer. En fait, c'est tellement touchy comme sujet parce que c'est en dents de scie en permanence. Tu vois. Et t'as un suivi psy sur ça ? Moi, j'ai un suivi psy depuis que je suis gamine, parce que ma mère est psy déjà. Ah bon, bah. Donc voilà, donc j'ai vu énormément de psy quand j'étais plus jeune, par son désir. C'est drôle d'ailleurs parce que je vais faire un post là-dessus dans pas longtemps. Bref, et en fait, depuis que j'ai 16-17 ans, tu vois, je vais voir des psys. Et c'est mon choix, j'ai même fait du développement personnel, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas un suivi pour ça, tu vois, j'ai un suivi au global, enfin c'est même pas un suivi, j'aime pas ce mot-là, mais je travaille sur moi, tu vois, depuis mais je suis d'accord avec toi qu'on est, enfin,
j'en avais parlé aussi sur mes réseaux sociaux, du fait qu'on n'est pas obligé d'être en thérapie forcément parce qu'il y a quelque chose qui va mal, même s'il y a un accompagnement dans la vie, tu vois. Oh bah, tu sais, moi, je pense que tout le monde devrait aller voir quelqu'un. C'est pas une histoire de folie, en fait. Faut arrêter de se dire « non, attends, je suis pas fou, c'est bon. » Mais non, ça n'a rien à voir, en fait. Ça permet de prendre du recul et de gérer des situations, je trouve. Et c'est agréable. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, tu vois. Moi, je trouve pas ça très agréable parce que tu apprends des choses sur toi qui sont pas... Ah oui, bah ça, forcément, ça te met face à des choses... Si t'es prête à ça. Ma psy, il y a pas longtemps, elle m'a dit bon, Juliette, je vous le dis, hein, là, on travaille pas, là. Hein. Là, on est dans la surface. Je fais ouais, je sais. Elle dit, là, faut on est au café, là, Juliette. Elle m'a dit, là, vous voulez tout contrôler, arrêtez de vouloir me faire rire. Je faisais ouais. Et je me suis mise à chialer parce qu'en fait, elle avait touché à un truc où elle m'a dit, en fait, apprenez à lâcher prise. Je dis, mais je peux pas, j'ai peur, je sais pas faire, tu vois. Donc, c'est là où le travail commence. Mais en fait, pour moi, le travail que tu fais avec un psy, un développement personnel, un coach, ce que tu veux, c'est tellement bénéfique et tu gagnes tellement d'années, tu vois, sur plein de choses. Tu apprends des choses sur toi, tu apprends des choses de ton passé, de l'éducation, Enfin, c'est passionnant, tu vois. Mais faut être prêt à ça. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué, ce que je comprends. Mais tout le monde devrait aller voir un psy. Et il y a plein d'autres thérapies qu'on peut faire d'ailleurs. Complètement. Enfin, tu peux même faire de la thérapie avec le sport. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Est-ce que le fait d'attendre un bébé, ça te change aussi peut-être cette perception de toi Ça remue énormément de choses en tout cas. Ouais, ça remue tout en fait. Parce que je sais pas si ça change la perception de moi, mais ça change. Ça vient questionner l'éducation que j'ai pu avoir. Ça vient questionner. Ma place en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amant, enfin, meuf de mon mec, quoi. Ça vient questionner sur l'éducation que j'ai envie, qu'on a envie de lui donner. Ça vient questionner toutes mes angoisses et mes peurs. Enfin, ça vient questionner tout. Un petit chamboulement cette année. Ah ouais, c'est un énorme chamboulement. Et pourtant, tu vois, il n'est pas encore là. Mais ça remet tout en question. Et à la différence de beaucoup de femmes, c'est que t'es quand même exposée médiatiquement parlant, donc forcément, sans forcément rentrer dans les détails, mais tu vis ta grossesse un peu aussi sur les réseaux. Comment tu veux pas médiatiser ta grossesse, mais comment tu veux dealer entre la grossesse et les réseaux ? Est-ce que tu veux montrer ? Est-ce que tu veux pas montrer ? Est-ce que tu sais comment tu vas te positionner là-dessus ? Alors moi, c'est une chose qui est extrêmement claire. On ne montrera jamais notre enfant. Ça, au moins, c'est un truc... Le consentement, en fait. Oui. C'est un truc qui existe, tu vois. Et donc, les enfants n'ont jamais demandé à être sur Internet. Déjà, faut le savoir. Il y a des gens qui peuvent se masturber, quand même. Faut pas l'oublier, ce truc-là, tu vois, sur des gosses. Donc, c'est quand même... Voilà. Il a jamais demandé ça, l'enfant. Quelle image ça donne, tu vois. Ça me montre un truc où t'es filmé en permanence. Où... Moi, je vois des familles... Je connais pas les noms, mais des familles de youtubeurs qui se filment et qui donnent leur téléphone à leurs enfants, qui font des stories... Moi, c'est lunaire pour moi. C'est un monde, c'est lunaire. Par contre, j'ai envie de parler de ma grossesse. Ouais. Parce que ça parle de moi, tu vois. Et que, même avec mon mec, on en parlait, on s'est dit, est-ce qu'on dit le sexe ? Enfin, est-ce que je dis le... Lui, il est pas pour. Tu vois, il est pas pour du tout. J'ai même voulu me faire montrer une écho, il a dit non. Ton mec, il est pas du tout sur les réseaux sociaux. Bon, on l'a jamais vu. Oui, tu l'as jamais vu de toute façon. Ouais. Tu l'as jamais montré, je veux dire. Parce que j'espère que je l'ai jamais vu. Je le connais pas. Écoute, je serais ravie de le rencontrer. J'espère que tu l'as vu quand même un petit peu, mais. Non, mais tu vois, c'est honnêtement entre mes amis, alors pas tous, hein, mais mes amis, mon mec, on les a jamais vus. Et déjà parce que c'est leur désir de pas être vus, parce que c'est une intimité. Après, quand on m'arrête dans la rue et qu'il est là, bon c'est comme ça et c'est ok, tu vois. Mais en fait, tu vois, de parler de la grossesse, c'est quelque chose que tu vis toi. Moi, c'est une expérience que je vis, surtout qu'on a galéré, tu vois. J'ai eu une fausse couche il y a pas très longtemps. On m'avait dit que ça allait être un peu mort, sans PMA et tout. Donc, il y a un truc où ça vient, encore une fois, remuer beaucoup de choses. Et depuis le début de ma grossesse, je me filme quand j'ai envie. Je parle de mes émotions, tu vois. Mais... peut-être que je partagerai des photos de mon enfant, mais sur mon Insta perso, où j'ai que mes amis, tu vois. Et encore. Mais c'est vrai que ça questionne quand même quelque chose que d'autres gens n'ont pas à se questionner, et aussi des réflexions avec ton mec à avoir, tu vois, que d'autres gens n'ont pas en discussion. Au-delà juste de l'aspect, vers quel type d'éducation on se dirige. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Et là, pour le coup, ça ne concerne personne, parce que c'est les parents, tu vois. Mais... En fait, je sais pas si j'ai envie de médiatiser, j'aime pas ce terme-là, mais j'ai envie de parler de la grossesse parce que je vis ça. Et que ça fait partie intégrante de moi, et que, pour l'instant, et que je suis pas dans un... Je suis en pleine conscience de ce que je vis, mais
c'est pas kiffant, quoi. Moi, je le vis pas. Je suis très contente d'avoir un enfant et qu'il arrive bientôt, bien sûr. Mais d'être enceinte, c'est l'état, grossesse. Franchement, je kiffe pas, tu vois, je kiffe pas. Et en fait, d'en parler, il y a beaucoup de meufs qui me disent putain, merci. T'as des complexes, certaines nanas qui doivent se dire pourquoi je ressens ça? Est-ce que je suis la seule? Ouais, c'est ça. Et puis parce que, encore une fois, ça vient questionner tellement de choses, que je trouve ça intéressant de parler de ça, tu vois. Et je voulais te poser une dernière question. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, l'Inde. J'ai lu que tu avais été beaucoup en Inde. Ouais, j'ai habité là-bas, ouais. Et voilà. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans la vision des choses? Parce que la culture indienne, c'est quand même une culture qui est très différente de la nôtre. Ouais, à l'opposé. Tu es aussi confrontée à énormément de pauvreté et à énormément de choses difficiles par rapport à la France. Donc, qu'est-ce que ça remet en question en toi? Et est-ce que ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses? En fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui se fait sur la durée. Tu sais, comme quand tu fais des voyages où t'en prends plein la gueule, tu te dis « Waouh, mais moi j'ai envie de changer ça dans ma vie et tout ». Puis ça dure un moment et puis tu reprends tes habitudes. Mais moi, en Inde, j'y vais depuis que j'ai 3 ans. J'ai habité là-bas pas très longtemps, hein, mais ma mère, elle a fait de la danse indienne pendant 15 ans. Ma cousine, elle est adoptée, elle est indienne. Donc si tu veux, on a un rapport avec l'Inde. Voilà, mes parents, ils ont construit une maison là-bas. Enfin, bon, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Ma première tournée, c'était en Inde, tu vois. Et t'as un son qui s'appelle Pondichéry, en plus. Ouais, exactement. C'était mes chansons que j'avais comme projet de machin. En fait, je me sens beaucoup mieux là-bas qu'en France, parce que pourtant j'adore la France, hein, mais je me sens soulagée, je me sens sereine, je me sens libre. Il y a un truc où je me sens bien. Alors il y a des trucs très chiants, hein, mais je sais pas comment dire, il y a un truc qui est très apaisant et qui... Je sais pas comment l'expliquer. C'est un truc qui est ancré en moi, en fait, tu vois. J'allais dire je me sens indienne, j'en sais rien, mais je me sens très proche de ce pays. Je me sens très très proche de ce pays et quand je retourne là-bas, je suis à la maison, enfin, en tout cas là où je vais, mais... Il y a un truc qui est ancré en moi, en fait, tu vois, avec l'Inde. C'est joli. Une histoire, ouais. C'est une belle façon de terminer cette petite entrevue. Je suis très contente qu'on ait pu parler de tout ça et c'est chouette d'avoir pu parler de sujets aussi un peu sociétaux, ça se dit? Oui, sociétaux. Oui, ça se dit, bien sûr. Jean-Michel Français, bonjour. Bon, écoute, de toute façon, tout ce dont on a parlé, la musique, les chaînes YouTube, etc., tout ça, c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. Les réseaux sociaux de Juliette s'affichent juste là. Et puis nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite. Oh là là, malheureuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose d'important. Ah, ça, c'est pas pro, ça. J'ai oublié. Ça, c'est Alix. Aïe. Ah, la mauvaise. Oh, vilaine. J'ai oublié. Il faut que tu me donnes une reco. Quelqu'un ou quelques-uns. Quelqu'un ou quelqu'une. Ou quelqu'une. Ou quelques-unes. Ok. Copine, copain, créateur que tu aimerais bien voir se confier ici, venir papoter de sa vie, de son œuvre. Alors, j'aimerais bien te voir toi. Oui, merci. Non, mais je trouverais ça bien, tu vois, que tu te fasses une auto-entrevue, je trouverais ça cool. D'accord, mais qui Non, mais c'est toi qui t'interviews, ce serait pas mal. Attends, ça, c'est chaud à faire. Hein. Mais non, au montage, tu splits. Vous vous démerdez, les meufs, ok? Mais tu splits le truc et tu fais les questions-réponses, c'est trop bien. Non, moi, j'aimerais bien. Puis après, j'aimerais beaucoup voir Marion Séclin. J'aimerais bien voir Benjamin, tu sais, de la chaîne Vous êtes vraiment sympa. J'aime beaucoup cette personne. J'aimerais bien voir Barbara Pravi, qui est une pote à moi chanteuse. Ok. Ou Lilipo aussi. Après, en influenceuse, moi j'allais dire Hélène, mon blog de film, mais c'est déjà fait. T'as répondu à mon fantasme. Hein, je suis ravie. Ouais, je dirais Marion ou Ben. J'aimerais bien voir Anaïd Rosam. J'aimerais bien la voir. J'aimerais bien voir la pote gênante. Ah, elle est drôle, oui. Ouais. Et tiens, j'aimerais bien de le voir un peu autrement. Je trouverais ça cool de le voir autrement. De voir Noolito. Je sais pas si tu vois. Je trouverais ça cool de l'entendre autrement. Eh ben écoute, merci pour toutes ces belles recos, ma petite Juliette. Là pour le coup, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite. Ciao. Salut.